reste sur la République démocratique du Congo. On parlait donc du report ce mercredi d'un vote de défiance contre le gouvernement. Le débat donc tourne autour de la présence ou non du Premier ministre Sylvestre Ilunga au Parlement aujourd'hui. Et tout porte à croire qu'il n'y est pas. Mais selon des députés proches désormais de Tshisekedi, son absence n'empêchera pas la procédure d'aller au bout. Oui, je voulais soulever tout à l'heure que vous avez dit qu'on lui a signé, que son vice et ministre de la Défense lui a signé. Ministre de l'Intérieur, oui. Ministre a signé une démission. Oui. Alors que c'est lui le patron de ce ministre. Ouais. Moi, je vois que ce sont des irrégularités. C'est ce qu'il a brandi hier. Il a brandi un ordre de démission. Ce document est nul et de nul effet. Signé du vice-premier ministre. Comment est-ce que le premier ministre peut signer une démission au président de la République? Donc, tout ça prouve qu'il sait qu'il est dans de mauvais draps, que quel que soit Alpha, il tombera. Mais il joue aussi, et nous le rappelons, avec la loi. Ils savent, parce que les partisans de Kabila aujourd'hui disent que le bureau d'âge n'est pas habilité à se prononcer sur cette question-là. Donc, c'est une question de droit qui se pose actuellement. Bon, moi, je pense que il est vrai que cet argument a un sens quand même. C'est un bureau provisoire. Or, ici, il s'agit d'une question vraiment politique. Et moi, je ne vois pas pourquoi les 301 députés ne peuvent pas élire le bureau pour que le Premier ministre puisse passer devant le nouveau bureau pour procéder au vote de défiance. Moi, à mon point de vue, je pense que ce que le camp Kabila soutient passe. Voilà, vous voulez poser une question? Oui, oui. Allez-y. Non, en fait, tout ce qui est en train de se passer, moi je pense que Kabila, ça doit amener Kabila à beaucoup réfléchir, surtout sur le plan institutionnel et constitutionnel. La première des choses que je voudrais soulever, c'est au niveau des constitutions. S'il peut penser à réformer la constitution, parce que je pense que la constitution de la RDC date de 2006. La nouvelle constitution de la RDC date de 2006. À moi, ce que je me trompe, c'était en 2006 que la RDC a fait des efforts pour avoir une nouvelle constitution. Si on peut réformer cette constitution, surtout par rapport à la nomination du Premier ministre. Parce que si le président de la République avait le plein pouvoir de pouvoir démettre le Premier ministre de ses fonctions, on ne serait pas à ce niveau. On ne serait pas du tout à ce niveau. Je pense que là, le président pourrait réformer ou faire réviser la Constitution pour que dans la Constitution, on peut dire le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions. Par exemple, avec la Constitution avant 2002 au Togo, sous la version originelle de la Constitution de 1992, il était dit le président de la République nomme le Premier ministre. C'est comme on s'est inspiré de la Constitution française. De la majorité parlementaire. Donc voilà, il nomme, c'est ça en fait. Donc le Premier ministre est issu de la majorité ce qui n'a jamais été respecté. Donc on nomme, Francisco, après vous allez parler, on nomme Premier ministre chef du parti majoritaire. Mais avec la révision du 31 décembre 2002, il est écrit le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions. Voilà. Oh, regardez par exemple, en France, par exemple, cette phrase, il met fin à ses fonctions, n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais les Français ont trouvé une autre formule qui n'existe pas officiellement. C'est ce que le général de Gaulle avait toujours employé. Il a dit, on vous nomme avec votre lettre de démission. Et vous allez voir que dans le parcours des premiers ministres français, il n'y a jamais eu de premier ministre qui est démissionné. Vous imaginez, je me rappelle le 29, avec le référendum de la Constitution européenne du 29 mai 2005, donc tous les Français demandaient le départ de Jacques Chirac à l'époque. Et après, des gens se sont dit, mais il faut qu'on se rabatte sur le Premier ministre qui était là, Jean-Pierre Raffarin. Or, Jean-Pierre Raffarin ne pouvait pas, Jacques Chirac ne pouvait pas l'obliger à démissionner. Donc, après ce qu'on a appris ce soir-là, on dit non, Jacques Chirac allait prendre ses responsabilités et on avait obligé Jean-Pierre Raffarin à démissionner. Et on a appris que Jean-Pierre Raffarin a démissionné parce qu'il est venu avec sa lettre de démission. Donc, ce qui serait bien dans le cas congolais aujourd'hui est qu'on réforme la Constitution, ou soit on applique la méthode française, on dit le président de la République nomme le Premier ministre, mais on ne met pas, il met fin à ses fonctions, mais on le nomme
avec sa lettre de démission où on copie la formule du Togo, le président de la République nomme le Premier ministre et il met fin à ses fonctions. Je pense qu'avec ça, on pourrait régler cette la question de la formule du Togo va être très compliquée dans le cadre d'un pays comme la RDC, en ce sens que lorsque le président, au Togo, on a la chance que le président a toujours une majorité très confortable au Parlement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le démettre, son camp le ramène. Non mais attendez, le cas présent, pourquoi vous voulez la facilité pour le président de démettre un Premier ministre? Ici, je crois que c'est un cas à encourager parce que, mais vous voyez Kabila qui avait une majorité à l'Assemblée et cette majorité en cours de législature se renverse, est renversée pour, n'est-ce pas, d'instituer un Premier ministre de son propre rang. Est-ce que vous voyez? Mais si c'était dans les mains du président, facilement il allait le démettre. Mais ici, c'est qu'il est passé par une voie de l'Assemblée parlementaire pour pouvoir démettre ce Premier ministre. Je crois que ça, c'est encouragé. Vous voyez? Avant que vous continuez, vous voyez, c'est un truc à encourager. Vous imaginez? Cette question prend des semaines pour régler une crise institutionnelle. Parce qu'il faut le souligner, depuis 3 mois, la RDC n'a plus tenu un conseil des ministres. Un conseil des ministres, vous imaginez? Qu'est-ce que le peuple congolais y gagne? Qu'est-ce que les conseils des ministres apportent au peuple? Attendez, je continue, s'il vous plaît. Non, il n'avait pas la parole. Non, c'est vous-même. Je vous ai demandé la parole quand même. Arrêtez. 3 mois de crise institutionnelle. Qu'est-ce que le pays y gagne? Si ce n'est que les petits intérêts politiciens que les gens se partagent. En réalité, le pays ne gagne pratiquement rien. C'est pour cela qu'il y a bon nombre d'observateurs. On dit que cette histoire de Premier ministre ou cette histoire d'un régime sur une présidentielle constitue en quelque sorte un monstre qui retarde les pays. Parce que du moment où il y a toujours un petit problème entre le président de la République et le Premier ministre, le peuple disparaît, on passe assez de temps à régler des problèmes politiques, des problèmes politiciens. Oui, alors Francisco reprend sa parole. Merci de l'avoir quand même. C'est une bonne école, ce que la RDC est en train de nous montrer. Le processus a été certes long, mais ce qui veut dire que s'il arrive ils arrivent à obtenir la tête du Premier ministre, le Premier ministre qui viendra ne sera pas un Premier ministre blim blim. Ce qu'on va lui demander de faire comme travail, il le fera. Lorsque ça n'ira pas, les mêmes députés seront capables de le destituer. Et non avoir un Premier ministre même non efficace. On en a eu les cas que vous citez. On a eu des premiers ministres dans nos pays qui n'ont jamais été, on n'a jamais connu même ce qu'ils ont fait comme travail jusqu'à leur départ, sauf des discours comme des motions de soutien. Donc ce n'est pas ça la fonction du Premier ministre. Il y a un programme qui est présenté devant l'Assemblée nationale. Ce programme est mis en exécution. Normalement, on doit être en mesure de mesurer, excusez-moi la tautologie, l'application, n'est-ce pas, de ce programme. Aujourd'hui, les gens viennent, ils font la lecture vide, sans chronogramme, sans chiffres, et ils repartent 100 jours après ou 1 an après, ils reviennent, ils disent que ils ont développé le pays et on ne sait même pas où on va. Ce ne sont pas ces gens de premiers ministres qu'on a. Donc, il va falloir que dans nos pays, les parlements, disons, adoptent les mécanismes d'évaluation, n'est-ce pas, de l'exécutif. Et non que quand l'exécutif arrive, pour le contrôle de parce que, du gouvernement aussi. Oui, parce que c'est l'homme. Le Togo contrôle aussi. Non, quel contrôle? Quand les premiers ministres arrivent, parce que vous l'avez dit, c'est l'homme du président fondateur, tout ce qu'il vient, il vient faire une lecture, comme je le dis, personne ne lui demande ce que vous avez dit. Combien ça va coûter à la nation? On ne le dit pas, vous allez trouver l'argent où personne ne le dit. Dans quel chronogramme vous allez dérouler ce plan? Et comme vous le soutenez, qu'on veut nous faire le développement de l'OME 5 sans que personne ne nous dise, c'est quelle échéance on peut arriver à Takpamé, c'est à quelle échéance on va arriver à Sokodé et où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Est-ce que vous voyez? Donc, voilà des choses qui manquent
dans le fonctionnement de nos assemblées et qui sont considérées comme des chambres d'enregistrement où quelqu'un vient, on fait des lectures creux comme ça, les gens applaudissent et c'est fini. On attend encore un autre jour et il revient. Et puis ça fait du folklore du cinéma, c'est pourquoi on est sur place. Voilà. Mais il est fort à parier, sur le Messan, que quoi qu'il arrive, j'allais dire, le vent tourne en faveur de Tshisekedi. Oui, mais j'ai dit tantôt qu'il a gagné une première bataille, qui est celle du départ de la présidente de l'Assemblée. La tête du Premier ministre, quel que soit Alpha, ira à l'eau. Non, mais papa, excusez-moi, excusez ma répétition, mais moi je dis les meilleurs régimes que les Africains se devront de choisir, c'est les régimes présidentiels à l'américain, par exemple, comme au Bénin, où on n'a pas de problème avec le Premier ministre. Vous imaginez, le président américain, il n'a pas de Premier ministre, il traite directement avec le Parlement. S'il a un problème à traiter avec le Parlement, il traite avec le Parlement, mais il a aussi le droit de veto. Le Parlement peut, il y a des lois que le Parlement vote. Si le président n'est pas d'accord avec la loi, et il peut bloquer, il peut utiliser son droit de veto. Au moins, il l'utilise au moins 2 à 3 fois durant son mandat. Donc, cette histoire de... Le Congrès peut passer outre le veto du président. Voilà, du président. Donc, sur ce point-là, moi, je dis, cette histoire de Premier ministre, il faut qu'on pense à comment le sauter, parce que ça n'apporte pratiquement rien. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République togolaise peut gouverner sans Premier ministre. Il a déjà les ministres. Le Premier ministre, c'est quoi? Il ne sert à rien. Le Premier ministre, en réalité, dans tous les pays. Oui, les gens ont toujours dit que c'est un garçon de chambre du président. Quand ça va mal, vous le souhaitez. Oui. Le Premier ministre, par exemple, on dit le président, le Premier ministre dirige l'action gouvernementale, tout ça. En France, c'est différent. Oui. En France, le gouvernement, c'est le Premier ministre. Oui, le gouvernement détermine. Voilà, en France, l'article 20 de la Constitution dit. Voilà, l'article 20 de la Constitution dit. Et autres, c'est l'apanage de l'Élysée. Voilà. Mais le Premier ministre ne peut rien faire sans l'accord. Voilà, il y a cette formule-là, le débat est intéressant, vous m'excusez la répétition. Par exemple, quand vous voyez un peu la Constitution française, l'article 20 dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et l'article 21 dit le Premier ministre dirige l'action gouvernementale. Vous imaginez. Or, dans la Constitution togolaise et dans plusieurs constitutions, on dit, même avec la Constitution de 92, avant la modification, il était dit, le président de la République, non, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais avec la modification, on dit, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire aujourd'hui, le Premier ministre ne peut rien faire sans l'aval ou la bénédiction ou sans l'ordre du président de la République. C'est pour ça que je dis, dans nos pays-là, le Premier ministre, sa place n'est pas tellement importante. Le président de la République, comme aux États-Unis, peut diriger sans un Premier ministre. Voilà, donc c'est un poste, disons, inutile, ce que vous êtes en train de nous dire. Et c'est bon, comme vous l'avez dit, malheureusement, c'est des fusibles. C'est sur eux qu'on tire lorsque... on a l'échec, et c'est toujours l'échec, c'est sur eux qu'on tire. Parce que vous êtes à la tête d'un pays pendant 10, 15, 20 ans, les choses n'avancent pas, et chaque fois c'est le Premier ministre, on change, et on ne s'interroge pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Et vous savez, je vais quand même, puisque nous avons des cas qui n'ont pas été, ce qui arrive en RDC a failli arriver au Togo en 2007, après les élections législatives. Donc, après les élections législatives, je n'ai plus les chiffres, je crois. Le RPT devait avoir, je crois, 57 députés. On était à ce moment à 81 députés. Voilà, bon. Il y avait 50 et toute l'opposition faisait 31. Voilà, oui, c'est 27 voilà. et 4. Voilà, donc je n'avais pas, je n'ai plus tellement. Voilà. Voilà. Je n'ai plus tellement les chiffres, mais ce qui, nous, à l'époque, on parlait de la guerre des frères. C'était entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et son frère, Pacha Gnassingbé. Donc, qui, au sein du RPT, avait des députés pro-Pacha Gnassingbé. Donc, qui était plus majoritaire que ce qui est. Parce qu'à l'époque, lors des législatives, Pacha avait fait un travail de proximité pour avoir des députés acquis à sa cause. Donc, et après, à l'Assemblée, vous vous rappelez, lorsqu'il fallait voter le règlement intérieur de l'Assemblée et voter le mode de scrutin, à l'Assemblée, c'était un bulletin secret qui avait même été
avalisé par le président de l'Assemblée nationale, Abbas Bofo. Et aussitôt, après avoir accepté, a demandé comment l'appelle-t-on, une suspension de séance. Il est parti, il est revenu dire que bon, le président décide que le vote à la main levée. Donc, le vote à la main levée, c'est un processus qui permet d'avoir les yeux sur qui va oser voter contre le président fondateur. En fait, sinon, ce schéma était possible au Togo à l'époque, si à l'époque on a pu avoir le vote, n'est-ce pas, au bulletin secret. On peut dire ce vote, voilà. Est-ce qu'on a évité le pire? La preuve, on est là, on tourne sur place. Au moins, on aurait pu voir, voilà. Le sujet suivant, c'est la Côte d'Ivoire. On a évolué quand même. Des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 26 mars. En Côte d'Ivoire, 255 sièges dans 205 circonscriptions sont en jeu. Des circonscriptions que se sont repartis le PDCI et ses alliés de la plateforme Pro-Gbagbo 2DS. Le parti d'Henri Konan Bédié aligne après près de 140 candidats et laisse une centaine de sièges à son allié, même si dans quelques cas, des candidats des deux formations briguent les mêmes sièges. On voit ces législatives, Fioclo Messan, qui semble rapprocher FPI et PDCI. Enfin, FPI Pro-Gbagbo. Une précision importante. On a l'habitude de dire que la politique est un sale jeu. Et il faut également noter aussi que le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI veulent prouver au camp RHDP qu'ils peuvent s'unir et le battre. Donc l'objectif premier de cette alliance de circonstances est d'avoir plus de députés, d'avoir la majorité à l'Assemblée pour obliger le président Alassane Ouattara à un gouvernement de cohabitation. Mais la politique étant ce qu'elle est, moi je pense que jusqu'au dernier jour, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes entre le FPI de Gbagbo et le PDC parce que Henri Konan Bédié a plus de candidats pour les postes et ces alliances de circonstances ne sont pas tellement sincères. Et au cours de la campagne, bien, dans quelques semaines, il y aura des désistements, il y aura des achats de conscience, tout ça, ce qui fera que cette alliance n'aura pas sa noblesse. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, où quand on parle d'élection, c'est question d'argent. L'argent circule et il faut faire attention. Gbagbo, aujourd'hui, veut montrer qu'il est là. Le PDCI veut montrer à Alassane que lui aussi, il est là, que cette élection législative, ils veulent y aller pour ne plus laisser le champ libre à la formation d'Alassane Ouattara. Ce qui veut dire que ce serait une bonne guerre. Dans quelques semaines, vous aurez les événements sur le terrain et tout ça là va édifier les Africains. On comprend ce schéma, Firmin, de s'allier dans certaines circonscriptions et dans d'autres de s'affronter. Oui, c'est la politique. La politique, c'est une question circonstancielle. C'est des alliances contre nature. Aujourd'hui, peut-être on voit que c'est le FPI qui est le bon partenaire, donc on peut s'allier facilement avec lui. Mais je pense que c'est vous qui avez toujours dit des alliances en politique. Vous avez relevé cela. Regardez par exemple ce dont on vient de parler, l'alliance entre Tshisekedi et Kabila. Ça n'a pas marché, ça n'a même pas fait 1 an et aujourd'hui... Ça a marché, 1 an c'est beaucoup. Et vous voyez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le jeu même est déjà faussé dû au moment où le PDCI seul brandit 140 candidats. 140, ouais. Vous imaginez, alors qu'on a 205, c'est ça, non 255. Alors on n'a que 255. Et combien
bien le FPI de Gbagbo va brandir. Donc sur ce point-là, il y aurait des problèmes. Mais vous imaginez, le PDCI de Henri Konan Bédié peut être aussi instrumentalisé par Ouattara contre Gbagbo. Vous imaginez, entre celui-là qui est sur le terrain aujourd'hui, c'est Henri Konan Bédié. Celui-là avec qui Ouattara s'est entretenu ces derniers jours, c'est Henri Konan Bédié. Donc il y a cette alliance-là, mais s'il va falloir peut-être se départir un peu du FPI ici, Gbagbo n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses, on se départit un peu de lui, mais avec la bénédiction de Ouattara, on peut arriver à glaner quelques députés, même sans Gbagbo. Vous imaginez, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et ils ont la bénédiction de Ouattara. Si toute cette alliance est possible, c'est grâce à Henri Konan Bédié qui a accepté d'aller discuter avec Ouattara. C'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui un certain apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas passer outre ce que peut-être il aurait eu à négocier dans l'ombre avant que cette situation ne soit comme ça. Il a eu à discuter avec Ouattara, mais le menu de leur discussion, on n'a jamais rendu ça public. Personne ne sait exactement ce de quoi ils ont discuté, ce pourquoi ils ont discuté. Et à quelques temps après, on voit que les élections législatives sont possibles et que tous les partis vont participer à cette élection. Donc c'est déjà quelque chose qu'il ne faut pas passer outre, dont il ne faut pas se départir. Bon, aujourd'hui, ce qui va rendre beaucoup plus légitime cette élection, c'est que le FPI soit dans le jeu électoral et que Gbagbo aussi, en esprit, soit là. Mais les plus gagnants ou les grands gagnants de ce scrutin seraient Ouattara et Henri Konan Bédié. Donc, il y aura, en tout cas, si on doit suivre le schéma actuel, il y aura affrontement entre, parce que je ne veux pas encore citer les autres partis d'opposition, mais il y aura affrontement entre RHDP, PDCI et FPI pro-Gbagbo, mais RHDP, PDCI, RHDP, FPI, et puis PDCI, FPI, ça devient salade. Non, il y aura pas de la salade. Vous savez. Oui, parce que dans plusieurs circonscriptions, quand vous prenez Gagnoa, quand vous prenez Marcory, vous prenez dans les plateaux, vous avez beaucoup de FPI, de PDCI, de FPI pro-Gbagbo, de PDCI qui s'affrontent, oui. Et dans d'autres qui sont alliés. Oui, bon, c'est que ces partis se sont déchiquetés entre-temps. Vous voyez, quand on parle même de l'effectif qui est allé, c'est-à-dire qui est resté comme candidat au niveau des pro-Gbagbo, c'est, comment rappelle-t-on, c'est qu'il y a beaucoup qui sont partis ailleurs. Donc, c'est tout à fait normal parce que Bédié est au pays, Bédié a plus de la main sur les membres de son parti, Gbagbo qui n'est plus au pays. Et puis, même quand vous voyez la gouvernance du parti, même pas sa femme, entend, c'est-à-dire l'influence de Simone Gbagbo sur le parti, c'est décrié aussi par plusieurs membres. Donc, ce n'est pas aussi l'amour. Donc, c'est tout à fait normal. Et quand les gens se sentent, disons, négligés, qui ne sont pas considérés dans le choix, et ils cherchent leur messie ailleurs. Et donc, c'est ça qui va faire plusieurs personnes vont se présenter, mais des gens qui étaient anciennement des amis, des compagnons de lutte, vont se retrouver, disons, comme des adversaires, et maintenant sur le terrain pour compétir à un seul poste. Et quand nous prenons les jeux des alliances en Côte d'Ivoire, on se rappelle, le PDCI c'était allié avec RDA de Ouattara à l'époque pour pouvoir renverser Gbagbo. Et après, on a compris également lorsque Ouattara a piqué par le virus de troisième mandat, on a vu comment le camp, c'est-à-dire l'opposition, a commencé par se mobiliser, seulement qu'ils ne sont pas arrivés à trouver un bon candidat pour pouvoir faire l'affaire devant le RHDP. Sinon, normalement, Bédié ne devait pas être candidat. À ces élèves, vu son âge, il aurait pu trouver un autre candidat qui pouvait aller faire l'affaire. Pourquoi ne pas soutenir Pascal Affinguessan? Ça n'a pas été. Normalement, c'est depuis là que les alliances devaient être bien nouées
pour aller à une élection. Bon, malheureusement aussi, Ouattara maîtrise, sinon il tient la clé de l'appareil électoral. Donc, maintenant, c'est un coup KO. C'est un coup KO. Il a obtenu son coup KO. Maintenant, les gens s'organisent pour les législatives. Bonne chance à eux que les affrontements ne viennent plus endeuiller nos pays. Voilà. Mais il y a même des candidats qui sont proposés que la base refuse. On a constaté ça au niveau de RHDP. On a proposé des gens et la base a dit non, qu'ils ne veulent pas cette tête parce qu'ils en ont trop fait. Il faut de nouvelles figures. Mais dans les alliances en question, on a oublié le FPI de Afinguessan et les autres partis, les autres petits partis. Quels seront leurs rôles dans cet imbroglio électoral? On verra ce que les jours à venir nous donneront comme événement. Alors, l'opposition aujourd'hui a décidé quand même de participer à ces législatives. C'est quand on a tourné la page des contestations de la présidentielle. On est d'accord sur, en tout cas, l'organisation? Oui, c'est ce qu'une partie de l'opposition togolaise n'arrive pas à faire. Vous imaginez? Oui, c'est ça. En fait, ça doit être une joie immense pour Ouattara. Vous imaginez, avec tous ces morts, avec tous ces blessés, avec des opposants arrêtés. Même il y a des gens qui restent toujours, qui demeurent dans des prisons ou qui demeurent maintenus dans des prisons ivoiriennes. Mais il y a tout ça là. Et aujourd'hui, on demande aux opposants d'aller aux élections législatives. Ils acceptent. Donc, moi, je pense que, bien sûr, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est au nom d'un certain apaisement qu'ils sont en train de se comporter ainsi. Mais je pense que ça a été trop facile pour Ouattara, vous imaginez? C'était tout facile pour c'est-à-dire, des gens, juste après les élections, il y a des gens qui ont boycotté le vote. Ils ont dit non, on ne va pas à la présidentielle avec lui. Il n'y aura pas vote. Il y a Guillaume Soro qui avait dit il n'y aura pas vote, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Après, il y a Afinguessan, Harikona Bédié qui se sont réunis et qui ont dit on forme un comité de transition ou quoi, un truc comme ça. Un conseil national de transition. Et après, Ouattara dit non, on arrête des gens. Et des jours après, on fait venir Henri Konan Bédié à la présidence. On discute avec lui. Et après, on va aux élections législatives. Mais je pense que les opposants, là, ils ont boycotté la présidentielle. Pourquoi? Et pour quel intérêt? S'ils avaient su que le jeu allait être comme ça, mais il valait mieux qu'ils acceptent aller à cette présidentielle et il n'y aurait pas eu tous ces morts que nous avons connus, il n'y aurait pas eu tous ces détenus que nous avons aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tous ces blessés, il n'y aurait pas eu toute cette situation difficile que la Côte d'Ivoire a eu à vivre pendant tout ce temps-là. S'il faut accepter facilement aujourd'hui, moi je pense que en Côte d'Ivoire on peut accepter un certain nombre de choses, mais je pense que si on était au Togo où les choses sont un peu plus difficiles, il serait difficile. L'opposition togolaise ne se comporterait pas comme ça. Peut-être l'opposition togolaise aurait peut-être exigé un certain dialogue, un certain nombre de dialogues avant d'aller à la législative. Et vous imaginez, si on se rappelle un peu ce que le pays a connu, il y a eu des échauffourées, il y a eu des manifestations, mais l'opposition avait boycotté jusqu'aux législatives. Vous imaginez. Ce n'est pas que je suis en train d'encourager, mais ce que je suis en train de voir, c'est que la situation est trop facile, est devenue trop facile pour Ouattara, quoi. Donc il s'en fout. Il a eu son 3e mandat et il organise les élections législatives. La Côte d'Ivoire. Il faut savoir peut-être que c'est parce que l'opposition n'est pas allée à cette élection qu'il y a eu peut-être moins de morts.